Nous sommes donc en septembre 1394. 1394, imaginez-les, ces cavaliers qui quittent Avignon à toute vitesse, bride abattue. Ils sont porteurs d'un message qu'ils adressent à toutes les cours d'Europe. Le pape est mort. Le pape Clément VII, qui avait 52 ans, est parti subitement. Il est mort d'apoplexie dans son magnifique palais provençal, qui était le palais le plus somptueux de ce temps. Dans certaines chancelleries, on partage l'émotion de la curie avignonnaise, mais soyons tout à fait honnêtes, un autre sentiment est en train d'émerger un peu partout, c'est que cette disparition est porteuse d'espoir. Cela fait en effet 16 ans déjà que la chrétienté occidentale est divisée entre les États fidèles à un pape qui est installé à Rome et les États fidèles à un pape qui est installé à Avignon. Il y a donc deux papes. Madame, c'est trop d'un, aurait dit Victor Hugo. Situation pénible et qui mine l'Église et qui complique considérablement les relations européennes qui, entre nous soit dit, n'ont pas besoin de ça puisqu'on est en pleine guerre de 100 ans, avec en plus en France la folie intermittente du pauvre roi Charles VI qui, depuis l'épisode de la forêt du Mans en 1392, a perdu la raison. Et à ça s'ajoute une angoisse spirituelle, puisque ce grand schisme d'Occident va directement à l'encontre d'un des enseignements majeurs de Jésus, un des enseignements du Christ qui a insisté pour que, c'est dans l'évangile de Jean, tous soient un. Autrement dit, le conflit menace l'humanité et fait le jeu du malin. C'est comme ça qu'on considère les choses à l'époque. Le malin, c'est celui qui crée la division, c'est le diable, du grec diabolein, séparer, diviser. Donc, à la cour de France, on se dit que la disparition d'un des deux papes est peut-être une chance à saisir. Je cite Françoise Autran, qui mieux que quiconque connaît cette passionnante époque. Sitôt la nouvelle connue à Paris, le roi Charles VI et son conseil expédient un message aux cardinaux d'Avignon, les suppliant de surseoir à l'élection d'un nouveau pape. Eh oui, mais le chevaucheur arrive trop tard. En Avignon, on a suivi la procédure éternelle de l'Église universelle. Le conclave a été réuni pour trouver un successeur au défunt pape Clément VII. Il faut quand même reconnaître qu'à Rome, dans la même situation 5 ans plus tôt, on ne s'était pas gêné pour en faire autant. Le cardinal Pedro de Luna, qui est un cardinal un peu frêle, il est de petite taille, mais d'un tempérament fort, il est devenu le pape. Et il a pris comme nom de règne Benoît XIII. Alors qui est-il ce Benoît XIII ? Oh, ce n'est pas un inconnu, hein. C'est un homme âgé d'une 50aine d'années qui, derrière lui, accumule les lauriers. Il a eu une carrière qui en impose. Il est d'abord issu d'une grande famille aragonaise. Il a fait de brillantes études de droit canonique. Et très vite, son intelligence hors du commun l'a fait remarquer. Il a occupé divers ministères avant de devenir cardinal à un petit peu plus de 30 ans sans être encore prêtre. Il a vécu le premier retour des papes d'Avignon à Rome en 1377. À l'époque, il n'y avait pas encore de schisme, il y avait seulement un changement de résidence un peu prolongé. Et puis un an plus tard, après la désignation problématique d'Urbain VI, il a fait partie des prélats opposés à ce pape et il a participé au conclave dissident qui a élu un pape concurrent qui est reparti en Avignon, donc le fameux pape Clément VII, auquel Pedro de Luna succède donc 16 ans après, en 1394. Oui, là maintenant, incontestablement, il y a deux papes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a quand même un certain nombre de signes rassurants qui accompagnent cette élection. Benoît XIII, quand il n'était que cardinal, a œuvré avec toute la finesse dont il était capable pour convaincre des personnalités européennes de rejoindre le camp avignonnais. Mais il s'est aussi montré, il faut le dire, favorable à la recherche active d'une solution pour mettre fin à ce fameux schisme. D'ailleurs, chaque cardinal avignonnais, au cours du conclave, a assuré, si la Providence lui offrait la tiare pontificale, d'agir pour en finir avec le schisme. Et il faut bien le dire, une fois élu, est devenu prêtre dans la foulée, Benoît XIII a répété son vœu de voir la chrétienté unie. La cour de France le prend au mot, quitte à faire fi de ses prérogatives. En mai 1395, toute une délégation de princes et de prélats va descendre jusqu'en Avignon et se faire le relais d'une solution portée par une partie du clergé français, ce qui implique
le retrait volontaire des deux papes. Là, il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous voulez résoudre le schisme, il faut que les deux papes se retirent pour qu'on en élise un troisième. Hélène Millet nous dit « Cette initiative ne fut pas du goût de Benoît XIII qui était profondément imbu des pouvoirs théocratiques. Il reçut ses augustes visiteurs, mais voulant se réserver le choix des moyens pour parvenir à l'union, il se refusa à prendre un quelconque engagement. On se sépara vexé et ulcéré. Le royaume de France cessa de ce jour d'être l'allié inconditionnel du pape avignonnais. » Ça, c'est un allié très important qui s'en va, quand même. Les espoirs ont donc fait long feu. Benoît XIII n'est pas de ceux qui se laissent imposer ses choix, même par la menace. Il est le pape et il va le prouver au besoin de manière spectaculaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors les mois défilent, les mois passent et la tension entre la cour de France et la papauté d'Avignon augmente. Le roi Charles VI et le pape Benoît XIII ne s'entendent plus du tout. Le roi de France et son conseil se sont lassés de l'obstination de ce pape avignonnais et en 1398, les Français font plus que montrer les dents. Ils mordent. Je cite de nouveau François Autran. Une ordonnance royale déclare que le royaume n'obéit plus au pape d'Avignon. Mais Benoît XIII ne cède ni n'abdique. Alors une troupe française vient mettre le siège devant le palais d'Avignon, à l'intérieur duquel, têtu, le pape résiste. On pensait à Paris que les autres rois chrétiens allaient suivre l'exemple de Charles VI. Privés de leurs obédiences respectives, les deux papes alors céderaient. Ainsi tomberait l'obstacle au rétablissement de l'unité. Mais aucun roi ne proclame comme Charles VI de soustraction d'obédience. Et oui, le roi de France, la cour de France se trouve dans cette affaire un peu seule. Elle a réussi, la France, à retourner beaucoup de cardinaux avignonnais, mais elle est maintenant engagée dans un siège politiquement délicat. Benoît XIII reste approuvé par un certain nombre de rois, de grands barons, notamment dans la partie méridionale du royaume de France, mais aussi par le propre frère du roi Charles VI, le célèbre Louis d'Orléans. Le pape, qui donc est retranché dans son beau palais, peut d'ailleurs compter sur les hommes du prince qui participent au siège et qui l'aident en vérité à communiquer avec l'extérieur, ce qui veut dire que le siège est un peu paradoxal. Malgré ce contexte difficile, Benoît XIII n'a pas dit son dernier mot. En mars 1403, au bout de 4 ans et demi de siège, un siège plus ou moins resserré, vous l'aurez compris, ce pape qui maintenant a 60 ans entreprend de s'échapper de sa prestigieuse souricière. Alors il faut l'imaginer, le cœur battant, qui s'enfuit comme ça de nuit, le plus discrètement possible. On le voit grimper dans une embarcation laissée à son intention sur la rive du Rhône. Des fidèles de Louis d'Orléans vont faciliter comme ça son passage en Provence, des terres où le roi de France ne peut pas véritablement intervenir. Autant dire que le pape a réussi et qu'il y a là de quoi marquer les esprits. Je cite l'incontournable Jean Favier. 11 cardinaux vinrent implorer le pardon du pontife. 13 restèrent dans la rébellion. Sans s'aventurer à Avignon, Benoît XIII pouvait se montrer de nouveau dans le comtat. On vit le pape à Bonpas, à Cavaillon. Le 5 mai, le peuple l'acclamait à son entrée dans Carpentras. Le 8 juin, il y tint un consistoire. Il passa l'été à Pont-de-Sorgue. Le 8 novembre, il prenait ses quartiers d'hiver à Saint-Victor de Marseille. Bref, vous avez compris que nous avons désormais, à travers Benoît XVI, l'image d'une papauté voyageuse. Le pape ne va donc pas retourner en Avignon. Le fait est que la situation s'arrange. Ses alliés, Louis d'Orléans notamment, parviennent à faire basculer l'attitude française et le royaume va renouveler son obédience à la papauté d'Avignon, à la faveur d'une crise supplémentaire de folie du roi Charles VI. Mais Benoît XIII, pour autant, ne se montre pas docile. Certes, il entend sincèrement travailler à l'unité de l'Église, c'est ce qu'il passe ses journées à répéter. Mais il entend le faire en suivant une stratégie différente de celle qu'avait voulu lui imposer la France. Sa solution, c'est soit obtenir des troupes pour aller carrément attaquer Rome, soit opter pour une diplomatie directe qui voudrait qu'il s'adresse les yeux dans les yeux au pape de Rome et qu'il finisse par se mettre d'accord avec lui. On ne voit pas très bien comment, puisque l'un comme l'autre sont convaincus d'être successeurs de Pierre.
Tout ça prend du temps, imaginez les tergiversations, les rebondissements dont je vous fais grâce. Et enfin, une rencontre finit néanmoins par se profiler. Nous sommes en 1407-1408, les deux papes s'approchent l'un de l'autre, géographiquement, s'approchent encore. Les voilà maintenant tous les deux en Toscane. Les deux papes sont là à quelques encablures, si je puis dire. Ils s'envoient des députés, des légats, comme on dit. Mais, disons-le, on est toujours dans un stade diplomatique et rien de concret ne se passe. Et évidemment, tout ça, ça agace singulièrement le pouvoir français qui est à bout. Ce qu'il faut que je vous précise, je vous ai dit 1407-1408, autant vous dire que Louis d'Orléans va passer de vie à trépas. Vous savez, il y a l'assassinat du duc d'Orléans à Paris, et à partir du moment où le Louis d'Orléans n'est plus là pour plaider la cause du pape d'Avignon, du pape Benoît XIII, c'est beaucoup plus difficile pour Benoît XIII, évidemment. Et le ton monte de nouveau, le point de non-retour est franchi, Benoît XIII va excommunier le roi Charles VI, tandis que la France ne reconnaît plus le pape d'Avignon, ne reconnaît plus que le pape de Rome. Je me permets de vous rappeler que c'était quand même la couronne de France qui, au départ, au temps de Philippe le Bel, au temps de Philippe IV, avait créé cette papauté d'Avignon, avait aidé et avait tout fait pour que la papauté s'installe en Avignon. Donc, les choses vont vraiment de plus en plus mal. Beaucoup de monde voudrait en finir avec tous ces espèces de mélodrames pontificaux. Les deux papes sont abandonnés, disons-le, par une part importante de leur propre entourage. Et en 1409, à Pise, se réunit un concile. Concile avec une quinzaine de cardinaux qui sont tant romains qu'avignonnais, en présence des envoyés de nombreux souverains. La plupart des cours d'Europe ont envoyé à ce concile de Pise des délégués qui sont censés soutenir les cardinaux dans leur volonté d'en finir avec ce grand schisme. Et le concile va déposer en même temps Benoît XIII et son rival romain. Et on va désigner un nouveau pape. Alors là, vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que pour le moment, nous n'avons plus seulement 2 papes, nous en avons 3. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce concile de Pise est un coup dur pour Benoît XIII, c'est certain, mais vous commencez à le connaître maintenant, ce pape avignonnais, ce dernier pape d'Avignon. Et oui, il faut que je vous dise la vérité, c'est le dernier. Il est très obstiné, il n'a pas l'intention de rendre si facilement les armes. Il a encore avec lui des partisans, notamment dans la péninsule ibérique où il est venu se réfugier, mais aussi en Provence, mais aussi en Écosse. Et d'ailleurs, il va démontrer, bien qu'il soit maintenant un vieillard, il va montrer une fougue, une foi, un cran qui ne peuvent que maintenir certaines fidélités. Il se défend sur le terrain du droit canonique, la controverse ne lui fait pas peur, vous l'avez compris, et il considère que de toute façon, ce concile de Pise qui a élu un nouveau pape, un 3e pape donc, n'est pas légitime. Ses adversaires, c'est autant dire l'écrasante majorité de l'Europe de l'époque, ses adversaires veulent mettre un point final au schisme et débattre de l'avenir de l'Église à travers un nouveau concile qui cette fois va se réunir à Constance, au cœur de l'Empire. Mais une fois encore, Benoît XIII est bien décidé à résister avec une opiniâtreté qui, même aux yeux des soutiens les plus précieux qu'il a la chance de pouvoir conserver, devient indéfendable. En septembre 1415, nous dit Hélène Millet, il se rendit, 1415, c'est l'année d'Azincourt, vous êtes conscient de cela, il se rendit à Perpignan pour rencontrer Sigismond, le roi des Romains, autrement dit héritier de l'Empire, venu rechercher de la part du concile une issue acceptable à sa résistance. Mais il se cramponne à la thèse de sa légitimité, dont lui seul pouvait juger, car il était l'unique survivant de l'élection contestée de 1378. Ce fut le signal de la dispersion de son obédience, réduite à quelques irréductibles, après sa nouvelle déposition par le concile de Constance et l'élection du pape Martin V. On est là en 1497. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Benoît XIII, à ce moment-là, s'est déjà établi depuis 1411 à la citadelle de Peñíscola. On est au bord de la mer Méditerranée, entre Valence et Tarragone, donc dans cette péninsule ibérique qui lui reste indéfectiblement fidèle. L'histoire de ce prélat brillant, disons-le, à partir de là, tourne franchement au pathétique. Il n'a plus d'autorité sur grand monde, il est déclaré schismatique, il est maintenant coincé, un reclus sur son éperon côtier, avec quelques gens qui restent là, et puis des biens,
évidemment. Et pendant ce temps, le monde est en train de passer à autre chose. Benoît XIII a vieilli, il approche maintenant des 80 ans. Et en novembre 1422, pour préserver son mirage au-delà de la mort, il nomme une poignée de nouveaux cardinaux. On dit qu'il aurait rendu son dernier souffle juste après, mais ses proches auraient eu l'information car le monde ne devait pas savoir ce qui s'était passé. Entre parenthèses, est-ce que c'était une information qui intéressait encore les cours d'Europe? Ça n'est pas certain. Finalement, le décès du pape déchu est révélé environ 6 mois après la mort réelle, au printemps 1423. Un certain nombre d'héritiers va tenter de poursuivre cette papauté itinérante et alternative. Inutile de vous dire qu'ils le feront sans succès. Restera le souvenir de Benoît XIII, le vrai faux pape qui, jusqu'aux limites du ridicule, n'a jamais plié. Peut-être une vision quand même réductrice du personnage. Comme le relève Jean Favier, certains qui ont travaillé pour lui l'ont décrit au-delà des controverses de manière positive. Le théologien Nicolas de Clamange, nous dit Jean Favier, gardera toujours pour Benoît XIII une certaine admiration et l'écrira en 1414. Et alors là, je cite Favier, citant le théologien en question, Nicolas de Clamange, « Bien qu'il fût gravement accusé par certains, je continue de croire que ce fut un saint homme, et je n'en connais pas de plus digne de louange. » Et 10 ans plus tard, alors qu'il n'avait vraiment plus rien à attendre de ce pape qui est maintenant mort depuis longtemps, Clamange va réitérer son jugement. « C'était un saint, dira-t-il, et je connais pas de pontife, ni même d'homme au monde qui lui fût égal. » Eh oui, mais sauf qu'en histoire, il y a une règle, et c'est une règle terrible, et c'est une règle d'airain. Que vous soyez bon ou mauvais, que vous ayez été excellent ou calamiteux, il ne faut pas perdre la bataille. Malheur aux vaincus. Or, le pape Benoît XIII est incontestablement un vaincu de l'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Si vous doutiez encore de la qualité, de l'intérêt de ce pape Benoît XIII, laissez-moi vous dire ce qu'était sa bibliothèque portative, puisqu'il la traînait avec lui dans ses pérégrinations infinies. C'est Jean Favier de nouveau qui nous l'a décrit. Pendant ses séjours à Marseille et à Savone, il avait prélevé dans la bibliothèque d'Avignon 392 livres qui formeront une bibliothèque portative rapidement enrichie pour atteindre 579 livres au temps du concile de Pise. Et alors Jean Favier est allé voir dans l'inventaire de cette bibliothèque ce qu'on y trouvait. Bien, on y trouvait naturellement la Bible et les sentences de Pierre Lombard, le décret et les décrétales de Corpus Juris Canonici, Saint Jérôme et Saint Ambroise, Saint Augustin et Isidore de Séville, des recueils de sermons, des traités de droit canonique et de droit civil, certes. Mais Benoît XIII, nous dit-il, avait également emporté de l'histoire naturelle, de l'astronomie, de la médecine, de la poésie, de la grammaire, des chroniques. Suétone, Cicéron, Pline, Sénèque et Boès accompagnaient le pape dans ses déplacements, Boccace et Pétrarque aussi, de même que, en traduction latine, l'Iliade. L'ensemble de ces bibliothèques, et notamment celle qui vint directement d'Avignon, prit place à Pianiscola. On y inventoria plus d'1 millier de livres. Homère y était en traduction latine. Plusieurs de ces livres portent encore dans leurs marges ou entre les lignes les annotations autographes qui témoignent de la lecture attentive qu'en faisait Benoît XIII. Cette bibliothèque ne fut dispersée qu'après sa mort.